Un grand nombre de nos caractéristiques personnelles sont déterminées génétiquement et nous sont donc attribuées au berceau. De manière générale, les gènes ne changent pas au cours d'une vie. Cependant, l'environnement peut influencer nos gènes. Les modifications épigénétiques sont un système propre à notre corps permettant de réagir de manière ciblée aux influences environnementales. Des chercheurs néerlandais ont démontré que les enfants nés de mères ayant, au cours de leur grossesse, souffert de famine durant et après la Deuxième Guerre mondiale, ont un risque plus élevé de développer un diabète. Les chercheurs ont montré que cette prédisposition pour le diabète est liée à des modifications épigénétiques héritées de leur mère. Cette modification de l'activité des gènes pouvant être héritée se nomme l'épigénétique. Contraire des mutations génétiques, l'épigénétique ne modifie pas l'ADN. Les modifications épigénétiques ne sont donc pas des mutations irréversibles de l'ADN et peuvent donc être remodifiées. Nos gènes se trouvent enroulés dans nos cellules en une structure nommée complexe protéine ADN ou chromatine. En l'absence de cette condensation de l'ADN, qu'on peut se représenter comme une pelote de laine, il serait impossible de réussir à mettre les 2 mètres de filaments d'ADN dans un noyau cellulaire. Nous sommes porteurs des mêmes gènes dans toutes nos cellules. Cependant, l'activité de ces gènes est différente s'il s'agit d'une cellule du nez ou d'une cellule du cerveau. Notre corps régule l'activité de nos gènes en les allumant ou en les éteignant, comme on allumerait ou éteindrait une lampe. On pourrait comparer la totalité de notre ADN à un livre dans lequel seules les cellules du nez seraient capables de lire le chapitre sur le nez, et seules les cellules du cerveau seraient capables de lire le chapitre sur le cerveau. Il existe différentes manières de rendre certains chapitres du livre de l'ADN illisibles. Une possibilité consiste en la liaison de petites marques chimiques appelées groupes méthyl. Comme tu l'as déjà vu au chapitre « Les chromosomes sont des filaments d'ADN embobinés », notre génome se compose des lettres A, C, G et T. Les groupes méthyl peuvent se lier à la lettre C. Cette liaison agit comme une colle. Les gènes collés restent empaquetés fermement et ne peuvent plus ou difficilement être lus par la machinerie ARN. Ces gènes restent ainsi inactifs. Il existe certaines protéines qui permettent de dissoudre cette colle et d'ainsi activer à nouveau les gènes précédemment rendus inactifs. Le chapitre dans le livre de l'ADN devient donc à nouveau lisible. L'effet de l'épigénétique peut être facilement observé chez les femelles chats de type écaille de tortue. Le gène responsable de la couleur de la fourrure, orange ou noir, se trouve sur le chromosome X. Les embryons femelles éteignent, tôt durant le développement embryonnaire, l'un des 2 chromosomes X, afin que la dose génétique soit la même pour les 2 sexes. C'est le hasard qui décide lequel des 2 chromosomes X sera éteint dans chaque cellule. En conséquence, le gène sera soit pour la couleur orange, soit pour la couleur noire, actif dans les cellules de la peau des femelles chats. C'est ainsi que les chattes écailles de tortue obtiennent leur motif orange-noir personnel. De nombreux facteurs ont un effet épigénétique et peuvent influencer, par exemple, notre santé. Une alimentation saine, beaucoup de mouvements et suffisamment de sommeil peuvent modifier des marques épigénétiques et avoir ainsi un effet positif sur la santé. Le stress ou la nicotine peuvent avoir, de manière similaire, un effet négatif sur la santé. Un grand nombre de caractéristiques, comme par exemple l'humour, ne peuvent pas être héritées. Les marques épigénétiques le peuvent. Comme les modifications épigénétiques sont transmissibles aux générations futures,
elles n'ont pas seulement une influence sur ta santé, mais aussi sur celle de tes descendants. Une étude scientifique a montré que les petits-enfants, dont les grands-mères ou grands-pères avaient souffert de famine, mouraient, si de même sexe, statistiquement plus tôt. Cela laisse présumer que les modifications épigénétiques peuvent être transmissibles sur, en tout cas, 2 générations. Des chercheurs ont découvert que les fils d'hommes s'étant surnourris durant leur puberté ont un risque plus élevé de développer un diabète. Par contre, une telle corrélation n'a pas pu être établie pour les filles. Les chercheurs pensent que cela est dû à la présence de marques épigénétiques sur le chromosome sexuel Y. En 1809, Jean-Baptiste Lamarck décrivit sa théorie de l'évolution à l'aide de l'image d'une girafe au cou court qui, par le biais de constantes adaptations, put continuellement allonger son cou. Il pensait que ces adaptations environnementales étaient ensuite transmises aux prochaines générations. Il n'en avait cependant pas la preuve. Durant longtemps, la théorie de Lamarck a fait rire. Il semblait invraisemblable que les caractéristiques acquises puissent être transmises. Par exemple, ce n'est pas parce qu'un coureur de marathon s'entraîne beaucoup et bien que ses enfants arriveront au monde bien entraînés. 50 ans plus tard, ce fut au tour de Darwin de publier sa théorie de la sélection naturelle. Celle-ci stipule que la naissance d'une girafe au cou long est un hasard donnant à cet animal un avantage sélectif qui sera alors transmis à la prochaine génération. La théorie de Darwin a été considérée jusqu'alors comme correcte, étant donné qu'on a découvert des mutations dans les gènes, ce qui soutenait sa théorie. Grâce à l'épigénétique, la théorie de Lamarck a cependant fait son retour. L'épigénétique semble confirmer en partie la théorie de Lamarck, car il s'avère que les marques épigénétiques sont transmissibles sur plus d'une génération.